surtout de ce qu'on fait, mais de toutes nos activités. Donc cet atelier s'inscrit dans ce cadre de cette mise en œuvre de notre stratégie. Et tout à l'heure, je disais à Barthélémy, quelle coïncidence. Les gens vont penser que c'est parce qu'on a parlé de ces pourcentages. Or, Dieu sait que ça fait plus de 6 mois qu'on essaie de trouver une date. Et ça aussi, j'aurais bien aimé que vous le souligniez, parce que c'est assez important. Donc, si on n'avait pas défini une bonne stratégie de communication, on n'en serait pas là. Et c'est pour cela que j'avais même refusé de répondre en me disant, vous avez ce comité économique de journalistes, donc vous comprenez ce qu'on dit, une stratégie, ça se bâtit. Une stratégie, on la déroule. Et on ne répond pas souvent comme ça au coup de pied de certaines activités qui viennent peut-être parfois vouloir même enfreindre la bonne tenue de cette activité. Parce que peut-être les gens communiquent tellement qu'ils ne veulent plus qu'on communique et on nous divertit. Mais malheureusement, je pense que nous sommes dans un État qui est engagé à faire ce qu'il a à faire pour le peuple sénégalais, parce que nous l'avons dit, ces ressources naturelles, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président qui l'a décidé, appartiennent au peuple, et donc tout ce que nous devons faire pour le peuple, nous allons le faire jusqu'au bout. Ainsi donc, devant ces belles perspectives qui s'annoncent pour notre pays, avec ces 3 projets pétroliers et gaziers en cours de développement, et qui feront de nous bientôt entrer dans le cercle restreint des producteurs de pétrole et de gaz. La semaine prochaine, je devrais me rendre en Angola pour acter l'adhésion du Sénégal à l'APO. Vous avez vu dans les journées également, le Sénégal a été membre observateur, parce qu'on a été membre observateur pendant 1 an au niveau de l'APO, c'est comme ça que l'adhésion se fait. Une fois que l'année est terminée, on peut adhérer de plein pot. Et donc par rapport à l'OPEP gaz, parce que c'est 2 organismes parallèles, on a l'OPEP pour le pétrole et l'OPEP pour le gaz. Le Sénégal est membre observateur et s'il plaît à Dieu, d'ici 1 an, le Sénégal, avec l'arrivée du gaz que nous attendons fin 2023, sera membre entier. Donc ce premier baril de Sangomar, projet opéré par Woodside avec des réserves qui sont estimées à environ 630 millions de barils et attendu, comme je le disais tout à l'heure, dans le dernier trimestre de l'année 2023, avec une projection de 100 000 barils par jour lors de la première phase d'exploitation. Et là, je pense aussi, peut-être que nous n'avons pas trop peut-être communiqué à ce niveau. Effectivement, nous avons eu la chance, et nous devons rendre grâce, que nos projets n'aient pas été trop impactés par Covid. Parce que nous savons ce que Covid a fait à travers le monde. Des retards, mais par rapport à d'autres projets, et ça, c'est grâce à son Excellence le Président de la République, qui dès le départ, avec son homologue pour le projet dont je vais parler tout à l'heure, mais les projets sénégalais, s'est entretenu avec le président chinois, de telle sorte que les projets du Sénégal ont été mis en avant dès que Covid a été arrêté. Typhon qui s'est abattu récemment, on devrait recevoir notre FPSO au mois de décembre, c'était ça le cadeau qu'on voulait apporter. Malheureusement, Dieu en a décidé autre chose. Mais heureusement, le typhon n'a pas endommagé globalement l'infrastructure, mais il faudrait qu'aujourd'hui que cette infrastructure soit auditée, regardée, au peigne fin, pour prendre le départ en décembre et arriver ici au mois de mars. Donc 3 mois, peut-être c'est un trimestre qui va nous faire décaler, mais ça, techniquement, je pense que c'est des choses qui arrivent tous les jours. Vous pouvez acheter une voiture aujourd'hui, vous allumez le lendemain, il ne marche pas. Et donc, ce n'est pas la faute de n'avoir pas avoir une bonne voiture, mais c'est la technique qui est ainsi faite. Quant au projet GTA, Grand Tortue Ayménine, il a la particularité d'être binational, puisque situé à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Nos 2 pays donc ont convenu d'un accord signé en février 2018 pour son développement qui est assuré par BP. GTA livrera son premier gaz l'année prochaine avec une production attendue de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Là, je vais m'arrêter un peu, parce que j'ai été saisie par la partie mauritanienne. On parle de communication. Mais ce qui nous étonne, autant on parle de nos projets au Sénégal, autant dans les autres pays, personne ne les entend parler de ces projets. Et qu'ils déroulent
Et parfois même, j'ai peur que ces gens-là nous doublent, parce que tellement c'est fait dans la discrétion pour pouvoir y arriver, parce que ce sont des choses sensibles. Et là, on a été saisis, parce que des informations sur GTA ont été données comme si c'est simplement le Sénégal qui gère ce projet. Là, c'est la diplomatie qui intervient. Et là aussi, vraiment, vous êtes les journalistes économiques, mais il y a d'autres journalistes, vous êtes tous ensemble. C'est un souhait. Je vous le demande, c'est une demande, vraiment qu'on soit prudent quand on parle de ce projet, qu'on n'oublie pas que nous avons d'autres pays et qui sont aussi regardants et qui souhaiteraient également que cette stratégie que nous avons bâtie, parce que nous avons bâti une stratégie de communication avec la Mauritanie, et on doit parler à des moments clés de l'évolution du projet. Là aussi, c'est un appel que je fais envers les journalistes que vous êtes. C'est protéger votre pays, c'est protéger les enfants de ce pays. Toute information n'est pas bonne à sortir. Il y a des moments où, effectivement, certaines informations doivent être livrées. Aujourd'hui, on parle des armes de sécurité. Moi, j'ai un père qui était forestier, mais il faut voir les conditions dans lesquelles ces forestiers travaillent dans la brousse. Devant des gens qui sont armés, moi je dis même au-delà même des eaux et forêts, les gens qui travaillent dans le secteur des mines devraient être armés. Je suis allée à Kédougou, et souvent vous m'accompagnez. Des gens qui traversent à gué le fleuve et qui ont leur kalachnikov, et nos agents n'ont rien. Rien. Démunis, ils n'ont que leurs mains et leur volonté pour servir l'État du Sénégal. Et je pense que devant ça, on ne devrait pas remettre en question que ces gens puissent être armés et pouvoir faire face aujourd'hui à nos forêts qui sont dévastées. Vous-même, vous le constatez. Vous allez à Ziguinchor, que moi j'ai connu petite. J'ai un père qui a fait 20 ans à Ziguinchor. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans la forêt de Djibélor, j'ai envie de pleurer. Parce que je me dis, les agents forestiers qui sont là-bas, dénudés de tout, ils n'ont que peut-être leurs bottes et leurs tenues, et parfois des tenues qui ont fait 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi soutenir ces gens? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même les agents des mines, moi je dis on devait en faire un corps paramilitaire. Parce que les zones où ils sont maintenant sont des zones très, très dangereuses. Et vous savez ce qui se passe près de nos frontières, entre le Sénégal, le Mali et la Guinée. Et c'est eux qui sont là-bas parce que malheureusement, nos ressources naturelles sont dans ces zones. En mer, ce sera la même chose. Est-ce que nous, nos agents qui vont aller en mer, est-ce qu'ils ne devraient pas également être protégés? Est-ce qu'ils ne devraient même pas être protégés au niveau de leur vie ici à Dakar? Être dans des voitures blindées? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et ça a un prix, ça a un coût. Je digresse un peu, mais quand nous sommes ensemble, il faudrait peut-être aussi qu'on discute et qu'on essaie de trouver des solutions pour le bonheur des Sénégalais, pour la stabilité, qu'on connaît ce pays, qu'on croise les doigts, que cette stabilité continue au Sénégal, y compris pour les autres qui sont à côté de nous. Le troisième projet est en cours, il s'agit de Yakar Teranga, dont la décision finale d'investissement devrait être prise bientôt, avec l'espoir d'un début de production attendu entre 2024 et 2025. Et c'est surtout sur ce projet que nous misons pour le Sénégal. Parce que la mise en place de la stratégie Gas to Power devrait nous permettre la production d'électricité en quantité, en qualité et à moindre coût à partir de ce gaz et développer des industries pétrochimiques. Et c'est explique la mise en place de Petrosen Aval. Petrosen Aval, ce n'est pas simplement des stations. Petrosen Aval également, c'est pour accompagner l'État pour la création d'une industrie forte en pétrochimie, production d'engrais, de polymères et plein d'autres sous-produits qui sont là. Alors, souvent, on nous reproche que Petrosen puisse avoir des stations. Mais les prix plafonds, il y a un prix inférieur et un prix supérieur. Si Petrosen arrive à réguler le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les grandes compagnies qui prennent le prix plafond supérieur seront obligées de revenir parce que l'État du Sénégal va prendre le prix plafond inférieur.
Ce que je veux dire par là, si le litre d'essence, on dit, est entre 220 et 250, je ne citerai pas le nom de compagnie, mais certaines compagnies iraient automatiquement à 250 parce qu'ils veulent gagner aussi, ils sont là pour gagner et on l'accepte. Mais aussi l'État du Sénégal protège ses enfants. Et à ce moment-là, Petrosen qui vend à 220 francs, les gens auraient plus tendance à aller vers là-bas et les autres, obligatoirement, vont s'aligner à ce prix. Vous êtes des économistes, c'est du dumping et à ce moment-là, on avance. Et l'autre problème aussi avec ce gaz to power, vous entendez ces débats de plus en plus houleux, où on veut nous orienter vers le net zéro. Certes, les changements climatiques existent, ont toujours existé. On accepte la théorie que ces changements climatiques ont été accélérés par l'industrialisation. Mais l'Afrique, encore moins le Sénégal, n'y a été pour rien. Et donc aujourd'hui, ce que nous voulons, vous, en tant que journalistes économiques, c'est de plaider pour la cause de l'Afrique pour qu'on puisse exploiter nos ressources fossiles. Ces ressources, comme d'autres ressources, c'est le bon Dieu qui nous les a données. Le bon Dieu nous les ayant données, c'est pour qu'on les exploite. Il faut qu'on les exploite pour créer des emplois. Ils se sont industrialisés avec ça. Ils ont atteint leur niveau de développement. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se développer. Avant de parler de transition, il fallait d'abord avoir quelque chose. Quand on n'a rien, est-ce qu'on peut transiter? Je ne pense pas. Donc laissons-nous au moins avoir quelque chose pour répondre à l'appel de la transition énergétique. Ça ne prendrait pas moins de 50 ans, moins de 60 ans. Et à ce moment-là, peut-être, on pourrait parler, lorsque des gens qui sont du côté de Kédougou, des gens qui sont du côté de tout ce qui est à l'est, qui veulent de l'électricité, puissent en avoir, puissent avoir ce bonheur de pouvoir sortir de l'obscurité. C'est ça, en fait, ce que ces différents projets, donc, avec d'importantes ressources, devraient permettre le développement de notre pays. Ces projets, d'ailleurs, ont déjà fait l'objet d'une loi de répartition votée par l'Assemblée nationale avec des principes directeurs clairement définis comme la budgétisation intégrale des recettes issues du pétrole et du gaz et la mise en place d'un fonds intergénérationnel pour prendre en compte les générations futures. Je suppose que dans la projection du directeur général de Petrosen, Hamon, parce qu'entre l'anglais upstream, downstream, finalement, on se perd. Mais je leur ai dit, ici, on est un pays francophone. Moi, tous ces mots anglophones-là, il faut les enlever et il faut parler le français. Notre langue officielle, c'est le français. Donc, entre le upstream, downstream, le Petrosen Exploration, il a dû en parler des parts entre la recherche et l'exploitation. Parce que dans le domaine des mines, une fois que le permis de recherche, on trouve, on change le permis, on en fait un permis d'exploitation. Mais ici, dans le domaine du pétrole, on le met directement dans le contrat pétrolier. Et je suppose qu'il a dû vous parler de nombre de forages que des gens ont fait, investi des milliards et qui sont restés nuls. Ben, nous, géologues, nous savons. Et ils ont toujours besoin de nous. Et je pense qu'il faut que de temps en temps, même que je fasse de la consultance pour pouvoir les aider à mieux implanter leur forage. Parce que ça nous est arrivé avec une compagnie dont je tairai le nom également. Dans les discussions, je lui avais dit, ne mettez pas vos forages ici. Ils ont insisté, ils ont foré, ils n'ont rien trouvé. Donc maintenant, ils vont se déplacer là où on leur avait dit. Parce que tout simplement, peut-être qu'ils voulaient gagner en termes de profondeur et en termes de sous, ils ont perdu et ils seront obligés d'aller faire ça ailleurs. Ainsi donc, pour le Sénégal, le plus important, ce n'est pas l'argent frais attendu de ces projets. Les gens s'attendent à des mannes financières. Je puis vous dire, il faut qu'on désenchante. Ce ne sera pas le cas. Mais ce sont toutes les activités autour du pétrole qui vont apporter quelque chose à la nation sénégalaise. Et c'est là où on fait un appel pressant aux journalistes, aux privés, pour venir saisir cette opportunité à travers le contenu local. J'ai dit, même quelqu'un d'analphabète devrait pouvoir trouver son compte dans l'exploitation, pas en se retrouvant sur les bateaux,
mais sur toutes les activités. Cette créativité des Sénégalais, on devrait pouvoir l'imposer. Aujourd'hui, il y a combien de directeurs de compagnie qui mettent ce qu'on appelle les tenues africaines, qui enlèvent leur costume, et donc ça veut dire que nos tailleurs, s'ils font des produits de qualité aux normes, qui peuvent être achetés et qui peuvent même constituer des cadeaux pour ces gens-là. Et donc c'est là où on va accompagner notre population qui est malheureusement jeune et dont la plupart est analphabète, mais qui ont la dextérité. Cette dextérité aujourd'hui, il faut qu'on en fasse un pouvoir économique d'échange avec ces pétroliers qui arrivent. Et donc ça, c'est l'objet du contenu local. Mais également, former nos jeunes. Malheureusement, nous avons le fruit de 30 ans où beaucoup de jeunes ne sont pas allés à l'école. Mais néanmoins, il y a certains métiers dans le pétrole, on peut les accompagner dans la formation pour qu'ils puissent trouver leur place. Et il y a aussi la langue. Tout à l'heure, je taquinais en disant « je suis dans un pays francophone », mais il faudrait peut-être qu'ils apprennent l'anglais. Nous, on a dépassé l'âge d'apprendre l'anglais. Moi, je suis nulle en anglais, je le reconnais, mais c'est parce qu'on me dit que je suis francophone. Je ne suis pas, c'est pas ma langue maternelle, mais c'est ma langue officielle. Ma langue maternelle étant le sérère par ailleurs, par rapport aux Toucouleurs, dont je comprends certains mots également. Parce que les sérères et les Toucouleurs sont tout le temps ensemble. Mesdames, Messieurs, ces enjeux socio-économiques de ces ressources donc, sont très importants et, comme je le disais tout à l'heure, interpellent les différentes parties prenantes au premier rang, desquelles la presse, dont l'un des rôles est de veiller à la bonne gouvernance et à la transparence durant toute la période d'exploitation des différents projets. À ce propos, je voudrais réaffirmer solennellement ici que le gouvernement du président Macky Sall a toujours travaillé à préserver les intérêts du peuple sénégalais dans le cadre des contrats qui les lient aux différentes compagnies étrangères qui opèrent dans notre pays. À l'heure actuelle, tous les contrats signés par le Sénégal sont en ligne et peuvent être consultés par tous ceux qui désirent, et ces contrats assurent à notre pays de parts comprises entre 50 et 64% des bénéfices. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que je pense que la présentation de Thierno a été claire. Si ce n'est pas le cas, ne le laissez pas aller manger, c'est en tout couleur. Vous le prenez, il vous refait la leçon. Et donc là, vous aurez la bonne information. Sinon, moi, en tant que géologue, je reviendrai vous expliquer ce que c'est que la recherche et pourquoi on gagne et pourquoi on perd. Malheureusement, j'ai ma mairie à gérer. Il faudrait que j'aille voir aussi les Sérères et les Toucouleurs qui sont là-bas. Donc, cet atelier devrait nous permettre aujourd'hui d'avoir la volonté de nous engager et d'être ensemble et de gouverner ensemble pour cette transparence, mais surtout pour ce sens de responsabilité. Une gestion rigoureuse, inclusive et durable de nos ressources pétrolières et gazières. Cet engagement va rester comme un marqueur de la gouvernance du secteur avant même les découvertes d'hydrocarbures avec l'adhésion volontaire de notre pays en 2013 à l'ITIE. Mesdames, Messieurs, chers participants, c'est dans ce sillage donc que s'inscrit cet atelier qui va nous permettre de mieux jouer notre rôle d'information aux citoyens. Car les échanges que vous aurez tout à l'heure avec nos différents techniciens vous permettront d'avoir la bonne information et la bonne source pour mieux comprendre la politique définie par le gouvernement dans la vision de son Excellence le Président de la République. Les enjeux du secteur et les défis auxquels nous devons faire face en bloc pour permettre à notre pays de tirer le meilleur profit de l'exploitation des ressources. Nous comptons ainsi sur votre rapport pour expliquer davantage de façon pédagogique aux populations notre démarche et surtout les sensibiliser sur les enjeux énormes du secteur. Notre souhait est qu'au-delà des informations que vous allez recueillir au cours de cet atelier, que vous puissiez maintenir une veille permanente dans vos organes respectifs sur le développement et la conduite de nos différents projets. Je voudrais juste rappeler pour finir que notre objectif stratégique en termes de communication